L'armée de terre doit se préparer à des conflits de haute intensité. Pour remporter la décision, sa préparation opérationnelle intègre Scorpion et change d'échelle. Notre armée de terre sera durcie, c'est-à-dire intégratrice, puissante et résiliente. Mon général, mesdames, messieurs, bienvenue à la présentation des capacités de l'armée de terre 2020 en direct du plateau de Versailles-Satory et sur vos réseaux sociaux. Cette année, et dans ce contexte sanitaire particulier, l'armée de terre a déployé un échantillon représentatif de sa richesse humaine et de ses matériels majeurs pour vous faire vivre en un lieu unique l'essentiel de ses savoir-faire et de ses savoir-être. La présentation dynamique à laquelle vous allez assister depuis la tribune s'articulera autour de 3 tableaux qui auront la particularité de se dérouler au même moment, mais sur des théâtres différents, que ce soit en opération extérieure ou sur le théâtre national. Pour vous expliquer ces différents tableaux, pour vous transmettre des éléments de compréhension et pour donner la parole à des spécialistes, je serai accompagné par 2 journalistes de terrain, Lenny et Shems. Ils vous feront vivre cette présentation au plus près de l'action. Vous aurez également sur les écrans à ma gauche et à ma droite des informations techniques sur le matériel engagé dans la manœuvre. Mais avant cela, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Thierry Burkhardt, souhaite ouvrir la PCAT en nous livrant les éléments qui découlent de sa vision stratégique. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver Lenny, qui est avec le général Burkhardt. Lenny, est-ce que vous nous recevez ? Oui, Arnaud, je suis avec le général Burkhardt. Bonjour, général. Bonjour. Alors, 2020 est une année particulière et justement, cette année, comment va l'armée de terre ? L'armée de terre va bien. L'armée de terre va bien. Elle bénéficie d'un effort de réparation qui est extrêmement important. Elle est dans une dynamique de modernisation quasiment inédite. Ceci grâce à une LPM quasi historique. Et vous allez le voir, le soldat de l'armée de terre a le sourire. Pourquoi cette journée est-elle si importante pour l'armée de terre ? Alors pour l'armée de terre, cette journée est importante parce qu'elle nous permet ici, dans un espace relativement restreint, de présenter ses capacités. Alors bien évidemment, ça nécessite un petit effort d'imagination et un peu d'ingéniosité parce que l'armée de terre, en fait, quand elle s'engage bien évidemment sur des espaces beaucoup plus étendus et toujours de manière un peu décentralisée. Les capacités que vous allez voir, c'est les capacités qui sont aujourd'hui déployées sur les théâtres d'opération, sur les nombreux théâtres d'opération où l'armée de terre est engagée, mais on va également vous montrer les capacités que l'armée de terre est en train de recevoir dans le cadre de sa modernisation et dans le cadre du programme Scorpion. Et ça, c'est quelque chose ces nouvelles capacités, elles sont nécessaires parce que les menaces évoluent. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de cette journée, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que si on doit retenir les Français doivent retenir et doivent comprendre que leur armée de terre se prépare durement et sans concession pour faire face à de nouvelles menaces et à des affrontements plus durs. Et pour le soldat de l'armée de terre, ça veut dire que son entraînement va se durcir et devenir changer d'échelle, en fait. Général, merci. Je ne vous retiens pas plus longtemps car je crois que vous êtes attendu en tribune. Merci. Merci Lenny. Le général donc va maintenant rejoindre la tribune pour son allocution.
Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre belge, cher Pierre, je vous en prie, asseyez-vous. Mesdames et messieurs les officiers généraux, chers invités de l'armée de terre, chers amis alliés et étrangers, et bien sûr, chers auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Je suis très heureux de vous accueillir ici, aujourd'hui, sur le plateau de Satory, pour cette présentation des capacités de l'armée de terre, en fait appelée PCAT, et ce qui est quand même plus pratique. Tout d'abord, votre présence nombreuse ici sur le plateau de Satory signifie que nous sommes capables de conduire de manière adaptée des activités tout en nous adoptant, tout en prenant des mesures qui nous protègent de l'épidémie. Le virus fait désormais partie de notre environnement et en fait nous l'intégrons, l'armée de terre l'intègre dans l'ensemble de ses activités pour être capable de les conduire. Je vous demande donc de bien vouloir respecter les règles qui vous ont été précisées à votre arrivée pour que tout se déroule parfaitement bien. Je salue enfin ceux qui nous suivent à distance, car l'ensemble de cette journée sera retransmise sur les réseaux sociaux, en direct, normalement. La PCAT, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est d'abord la présentation de nos capacités aéroterrestres actuelles, nos capacités qui sont aujourd'hui déployées en opération. Mais cette journée, elle a un autre objectif, celui de vous montrer comment l'armée de terre se modernise, comment l'armée de terre se transforme. Modernisation de ses moyens de combat et de ses équipements, bien sûr, mais aussi modernisation et transformation de sa doctrine et de ses tactiques de combat. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui existe, ce n'est pas de la science-fiction, mais certaines de ces capacités, comme le combat info-valorisé Scorpion, sont en cours de déploiement actuellement dans nos unités. Nous avons déjà reçu 92 Griffons en 2019, nous en attendons 128 supplémentaires pour l'année 2020. Je sais que Nexter, Arcus et Thales font tout leur possible pour que cette cible soit atteinte et respectée cette année. Nous avons déjà bien avancé dans l'appropriation de ces nouveaux matériels, de ces nouvelles capacités. Il nous reste encore beaucoup de choses néanmoins à apprendre et à faire évoluer. Mais nous ne devons pas perdre de temps car, vous le constatez comme moi, le monde qui nous entoure est marqué par le retour du rapport de force. Notre pays a donc besoin d'une armée de terre apte à s'engager dans des combats encore plus durs. Et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant. Certains parmi vous connaissent bien, voire très bien l'armée de terre, d'autres un peu moins, et certains viennent aujourd'hui ici pour la découvrir. Donc je commencerai par vous parler de l'armée de terre, de ses capacités, ainsi que des hommes et des femmes qui y servent. Tout d'abord, en fait, j'ai aucun souci, aucun doute sur le fait que demain, comme hier, comme aujourd'hui, nous aurons toujours besoin de soldats et toujours besoin d'armées de terre. Les affrontements armés finissent toujours par se dérouler au sol et c'est généralement là aussi qu'ils se terminent. Je voudrais donc vous décrire le milieu terrestre. Je vais commencer par ça, un milieu qui est extrêmement hétérogène, le milieu dans lequel vivent les populations, le milieu dans lequel nous vivons. Ce milieu, il est dur physiquement, sans même que l'ennemi vous tire dessus. En fait, il y fait toujours soit trop chaud, soit trop froid, c'est trop sec, c'est trop humide. On y porte son sac, on marche longtemps et généralement on y dort assez peu. Ce milieu-là, il est aussi dur psychologiquement. Le combat terrestre, c'est un combat qui est très décentralisé et souvent jusqu'au plus bas échelon. Le bas échelon tactique, c'est le trilôme, c'est 3 hommes, mais quelquefois aussi c'est le soldat tout seul. Cela se traduit par un isolement qui est assez fréquent, où chaque soldat détient une part de la responsabilité du combat à mener. Et enfin, ce milieu, il est dur moralement. Le combat terrestre, c'est le feu qui tue. Chacun doit faire appel à son intelligence et à la maîtrise des savoir-faire du soldat pour y combattre et pour y survivre. Vous l'avez compris, pour remplir ses missions dans le milieu terrestre, le soldat de l'armée de terre doit être solide physiquement, psychologiquement et moralement. L'armée de terre, c'est ensuite une grande richesse humaine, avec ses 115 000 hommes et femmes qui ont décidé de s'engager au service de leur pays. Je vous laisse imaginer la très grande variété des profils, des milieux d'origine et des parcours de nos soldats. L'armée de terre, en fait, c'est un peu un concentré de notre pays, un concentré de la France. L'armée de terre, c'est aussi une très grande jeunesse. Chaque année, nous recrutons 16 000 jeunes soldats qui sont à l'image de la jeunesse d'aujourd'hui, toujours prêts à s'engager, plutôt généreux, mais aussi exigeants et impatients. L'armée de terre doit donc apporter à ses cadres, à ses soldats, ce qu'ils sont venus chercher.
les faire grandir et leur permettre de s'épanouir. En fait, il n'y a pas d'autre voie possible. Cette armée de terre, elle est très expérimentée et elle connaît le feu sans discontinuer depuis un peu plus de 10 ans, que ce soit en Afghanistan, en République centrafricaine, l'Irak, le Mali et bien d'autres théâtres encore. Nos unités conduisent régulièrement des missions de combat, traquent l'ennemi, affrontent le risque des embuscades, le risque de l'engin explosif improvisé. Elles coordonnent aussi leur action au plus bas niveau avec les moyens d'appui aérien. En fait, tout cela n'est pas exceptionnel pour l'armée de terre, et globalement, c'est un peu le quotidien. Peu d'armées de terre occidentales combattent aujourd'hui dans des conditions aussi difficiles et sont aussi régulièrement engagées. C'est un plus indéniable pour notre armée de terre. Mais dans notre métier, cet engagement, l'engagement de l'armée de terre, elle le paye dans sa chair. En 2019, nous avons déploré 23 tués et plus de 500 soldats ont été blessés en mission. C'est une charge qui est importante pour nos régiments et pour nos familles. C'est aussi une expérience qui est douloureuse, mais extrêmement structurante pour nos soldats et pour leurs chefs. Heureusement, nous bénéficions d'un soutien politique et national extrêmement fort. Soutien dont la loi de programmation militaire est la parfaite illustration. Voulue par le président de la République, construite et mise en œuvre par la ministre des Armées et le chef d'état-major des armées, cette LPM est à la hauteur des ambitions de notre pays. Elle est néanmoins absolument indispensable et nécessaire à l'armée de terre pour être capable de remplir les missions qui lui sont fixées par le livre blanc et la revue stratégique. La LPM, nos régiments en voient les effets tous les jours, avec l'arrivée de nouveaux équipements comme les fusils HK416, les gilets pare-balles ou les nouveaux treillis F3. Mais aussi, comme nous l'avons vu, avec l'arrivée de nouveaux matériels comme le Griffon, le système de communication Scorpion et très bientôt les Serval ou les Jaguars. Posez la question tout à l'heure aux soldats que vous rencontrerez pendant la présentation statique et vous percevrez leur niveau de satisfaction. Bien sûr, je pense qu'il y en a qui vous le diront, il y a toujours des impatients et on voudrait que ça aille plus vite. Le bon matériel, quand il arrive, on voudrait que tout le monde l'ait tout de suite. Et c'est bien normal. En fait, c'est la preuve que nos soldats aiment leur métier. Mais les nouveaux équipements arrivent et il faut qu'ils continuent à arriver. Comme vous pouvez le voir, la transformation de la silhouette du soldat français a évolué de manière assez impressionnante. Ils sont là. Et cette transformation, elle a été plus importante ces 15 dernières années que pendant les 45 années qui ont précédé la suspension de la conscription. Ce soutien de la nation, nous le ressentons également au travers de l'attention de nos élus et de nos concitoyens. C'est très très important et nous les en remercions. En m'écoutant, vous devez donc vous dire, en fait, tout va bien dans l'armée de terre et vous vous demandez pourquoi il faut changer. Oui, effectivement, tout va plutôt bien dans l'armée de terre et c'est une armée de terre qui a été transformée en profondeur avec le modèle haut contact qu'a mis en place le général Bosser et c'est une très bonne chose. Toutefois, quand je regarde notre environnement, j'estime que nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre niveau actuel. Au bilan, depuis 10 ans, nous nous concentrons sur le combat contre le terrorisme militarisé. C'est un combat qui est très exigeant, qui est très dur pour les soldats de l'armée de terre et militairement parlant, j'estime que nous y obtenons plutôt de très bons résultats. Et même si j'ai confiance dans mes hommes, j'ai aussi le devoir de m'interroger sur notre aptitude à mener des combats à plus grande échelle, dans la durée, c'est-à-dire des engagements de haute intensité. C'est tout l'objet de la vision stratégique dont je vais maintenant vous parler. Au point de départ de nos travaux de réflexion, il y a d'abord un constat qui n'a pas été démenti depuis, celui que le monde évolue vite et pas toujours dans le bon sens. Tous les signaux montrent qu'un nouveau cycle de conflictualité est en train de s'ouvrir, avec le retour d'affrontements très violents. Ils seront plus difficiles encore que ceux que nous connaissons actuellement. Nous devons observer tout cela avec beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance. Ce que je constate, c'est qu'il y a d'abord un accroissement de la puissance militaire dans de nombreux pays qui profitent d'un système international affaibli. De plus, de nombreux États n'hésitent pas à tester, parfois brutalement, sans avoir peur d'aller à l'incident, voire à l'affrontement. Ce retour de la force s'explique aussi par le nivellement de la supériorité technologique occidentale. De nombreux pays acquièrent aujourd'hui
du brouillage, des drones, des missiles de longue portée, et n'hésitent plus vraiment à les disséminer, voire à en faire profiter les pays qu'ils appuient. À la confrontation militaire directe s'ajoute désormais un emploi plus insidieux de la force, juste sous le seuil du conflit armé, avec des actions difficiles à attribuer. C'est dans le champ cyber, c'est la désinformation, c'est le harcèlement. Mais la vraie rupture, elle est probablement dans le champ informationnel, un champ qui devient un espace systématique de friction, voire d'affrontement. C'est pour moi probablement la rupture majeure dans le contexte d'aujourd'hui. En effet, dans un monde où l'émotion devient prépondérante, en fait, avec quelques images, quelques tweets, certains États ou groupes armés peuvent provoquer le désordre dans les esprits, dans les rues, voire peut-être dans nos unités. La propagande est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est désormais quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et qui est à la portée de tous. Un des principaux vecteurs de cette guerre informationnelle est déjà en place et elle est dans notre poche, c'est notre smartphone. En fait, plus personne n'est à l'abri. Il nous faut donc réapprendre à être confrontés à un adversaire que nous ne choisirons pas et qui cherchera à nous imposer son rythme et sa volonté. Cet adversaire combinera les effets cinétiques et les effets matériels. Tous les champs de la conflictualité et tous les milieux seront contestés. C'est en cela que l'on peut dire que la guerre sera plus dure et plus intense. Durant ces dernières décennies, nous avons maîtrisé l'intensité des opérations et en fait, nous avons calibré notre engagement militaire sur les ressources qu'on voulait bien y engager. Ce qui est nouveau, c'est que nous devons nous préparer à l'inconfort opérationnel. Nos adversaires chercheront à nous surprendre. Nous n'avons pas le droit de ne pas y être préparés. Aujourd'hui, les menaces extérieures contre le territoire métropolitain semblent encore faibles et lointaines. En revanche, je pense qu'il faut qu'on soit déjà très vigilant face à des menaces sur nos intérêts ou sur ceux de nos alliés, outre-mer ou à l'étranger. Je ne cherche pas à inquiéter inutilement. Le constat doit être lucide, sans excès de prudence ni excès de confiance, sans esprit va-t-en-guerre ni angélisme. Mon devoir, en tant que chef militaire, est de préparer mon armée aux options les plus dures et les plus dangereuses. Dans ce contexte se pose la question de l'ambition que nous devons avoir pour l'armée de terre. Ma réponse est simple, la France doit disposer d'une armée de terre durcie. Une armée de terre durcie, qu'est-ce que c'est ? C'est une armée de terre intégratrice, puissante et résiliente. En fait, c'est une armée de terre qui doit changer d'échelle. Changement d'échelle dans le volume des forces que nous devons être capables de déployer sur court préavis. Changement d'échelle dans le niveau des unités engagées. Changement d'échelle dans notre capacité à prendre en compte de nouvelles menaces. Et donc, en fait, changement d'échelle dans nos entraînements. Le futur concept d'emploi des forces terrestres devra prendre en compte des transformations stratégiques importantes. Sachons d'abord répondre aux stratégies indirectes de nos adversaires. De nombreux États développent des modes d'action hybrides, moins prévisibles, privilégiant la manipulation et la désinformation. Nous devons, nous aussi, faire peser de l'incertitude et créer de la surprise chez l'ennemi. Osons des modes d'action encore plus innovants. Réinvestissons des champs que nous avons délaissés, comme la ruse, la déception ou la désinformation. Poursuivons nos efforts d'intégration dans la manœuvre interarmée en combinant mieux nos actions de combat et informationnelles, et ce, dans tous les champs de la conflictualité. Soyons ensuite capables de devancer les stratégies adverses d'intimidation ou de fait accompli. L'armée de terre doit être capable de réagir vite pour éviter, voire prévenir un fait accompli qui s'exercerait sur nos intérêts. C'est aussi comme cela que nous sommes dissuasifs. Nous y arriverons en faisant peser sur nos adversaires la menace permanente d'un déploiement de forces suffisamment nombreuses, aguerries et déterminées. Notre système d'alerte doit nous le permettre. C'est en nous appuyant sur ce dispositif que nous avons pu engager cet été au Liban, en quelques jours, un bataillon de génie. En cas d'agression, notre chaîne de commandement et notre processus décisionnel doivent aussi nous permettre de reprendre très rapidement l'initiative. Il est enfin essentiel de disposer d'une aptitude réelle à conduire des opérations de haute intensité. Au Sahel, la menace aérienne est inexistante et celle des feux dans la profondeur est très faible. Il nous faut donc réapprendre à manœuvrer dans des environnements toujours plus hostiles et avec des milieux contestés.
nous avons aussi un rôle à jouer pour renforcer notre interopérabilité avec nos alliés. La haute intensité ne se fera pas seule. Il est primordial de développer nos partenariats stratégiques comme celui qui nous rapproche aujourd'hui de nos alliés belges autour de Scorpion. C'est aussi dans ce sens que nous devons poursuivre et renforcer nos entraînements communs avec les Américains, les Britanniques, les Allemands, comme avec l'ensemble des Européens, mais également avec nos partenaires africains. Pour atteindre cette ambition d'une armée de terre durcie, nous avons un plan d'opération qui doit nous conduire à élever le niveau de notre préparation opérationnelle. Et comme pour tout plan d'opération, nous l'avons matérialisé sur une carte. Cette carte s'affiche maintenant devant moi et va s'animer au fur et à mesure de ma présentation. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. Sur cette carte, vous allez voir apparaître 4 grands axes et qui correspondent aux 4 grands objectifs stratégiques. Ces objectifs que je vais vous détailler maintenant, ce sont les hommes, les capacités, l'entraînement et la simplification de notre fonctionnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette manœuvre se déroule dans la durée. L'objectif n'est pas que tout soit terminé à l'été 2021, c'est totalement illusoire et impossible. L'ambition, c'est une armée de terre durcie à l'horizon 2030. Pour atteindre ces 4 objectifs, 12 projets ont été identifiés. Certains seront rapides à conquérir, d'autres un peu moins, d'autres prendront beaucoup de temps. C'est donc aussi une manœuvre dans la profondeur, avec d'autres objets qui apparaîtront au fur et à mesure que nous conquérerons ces différentes lignes d'opération. Je n'aurai pas le temps, et ce serait inutile de vous présenter l'ensemble de ces projets. Je vais en évoquer quelques-uns, mais vous pouvez prendre connaissance des autres dans la documentation qui vous a été fournie. Le premier objectif concerne les hommes, des hommes et des femmes qui doivent être à la hauteur des chocs futurs. Cet objectif sera atteint en consolidant les critères de recrutement et en durcissant la formation. Il faudra aussi veiller à garantir les meilleures conditions d'exercice d'un métier dur et exigeant. Nos soldats ne sont pas des machines et leur morale est donc un point clé. S'ils s'entraînent durement, nous leur devons en retour une juste reconnaissance. Outre la formation morale qui se développe par l'aguerrissement physique et psychologique, il nous faut aussi leur inculquer une autre forme de résistance, la résistance aux actions d'influence de nos adversaires. Il nous faut également une réserve plus employable et plus opérationnelle. Des travaux sont en cours pour déterminer le rôle que la réserve pourrait jouer dans un conflit de haute intensité. Le deuxième objectif concerne nos capacités, qui doivent nous permettre de surclasser nos adversaires. L'armée de terre a lancé, depuis plusieurs années, une réflexion en profondeur sur le combat collaboratif. Nous en voyons aujourd'hui les premiers résultats avec le système Scorpion, qui démultipliera les capacités de nos unités de combat. Vous le verrez pendant la démonstration, Scorpion apporte une compréhension partagée du champ de bataille. Cette compréhension partagée modifiera significativement la manœuvre tactique et logistique et le commandement de celle-ci. Mais nous n'en sommes encore qu'au début. Et même si nous avons déjà bien progressé, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. En 2021, un groupement tactique interarmes Scorpion sera déployé sur un théâtre opérationnel. En 2023, notre objectif est de déployer une brigade Scorpion. La prochaine étape sera la modernisation de nos brigades blindées, avec entre autres le MGCS, futur char de combat franco-allemand, qui remplacera le Leclerc et le Léopard 2 à l'horizon 2035. Mais la modernisation ne se limite pas à ces grands programmes emblématiques. L'armée de terre renouvelle aussi des équipements essentiels à nos combattants, comme l'armement petit calibre, les jumelles de vision nocturne ou encore les missiles anti-chars. Tous ces projets doivent néanmoins être intégrés à une réflexion plus large sur la part grandissante des technologies dans les systèmes d'armes. C'est la raison pour laquelle nous devons rechercher en permanence le juste équilibre technologique. Ce juste équilibre technologique est la condition du maintien de notre supériorité opérationnelle. Pour cela, nous avons besoin d'équipements performants, mais aussi d'équipements soutenables à l'entraînement comme en opération. Le troisième objectif concerne notre entraînement.
Entraînement qui doit être centré sur l'engagement majeur. Il y a 2 enjeux, entraîner des unités de niveau plus important et les entraîner mieux. Aujourd'hui, nous faisons effort sur les régiments qui se préparent à être projetés en opération. C'est désormais le niveau de la brigade et de la division que nous devons entraîner. Il faut par exemple que tous les équipages Leclerc fassent un minimum de 115 heures d'entraînement par an sur leur char, comme cela est prévu dans la LPM. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Cela a un impact sur l'efficacité opérationnelle, mais aussi sur le moral de nos soldats. S'entraîner mieux, c'est apprendre à nos unités à manœuvrer avec des appuis nouveaux, cyberattaque, lutte informationnelle ou encore guerre électronique offensive. Nos capacités d'entraînement vont donc être adaptées. L'effort va porter sur la simulation, le réalisme de nos parcours de tir et la prise en compte de nos nouvelles menaces. En 2023, nous réaliserons un exercice de niveau division avec un maximum de moyens déployés sur le terrain. Ce sera le premier test grandeur nature de notre nouveau concept d'emploi des forces terrestres. Le dernier objectif concerne la simplification de notre fonctionnement. Pour nous entraîner plus, nous devons renouveler et retrouver du temps disponible. Et c'est peut-être ce que les régiments attendent en priorité. Vous le verrez tout à l'heure, il y a chez nos soldats une vraie passion pour leur métier et pour leur spécialité. Mais il y a donc beaucoup d'énergie dans nos régiments. Mais néanmoins, cette énergie, elle est souvent entravée ou consommée par des procédures qui ne sont plus adaptées à une armée de terre moderne et très sollicitée. Nos formations et nos régiments sont en quelque sorte étouffés par un excès de normes qui sont empilées avec le temps, parfois sans grande cohérence entre elles. Pour autant, nous sommes en partie aussi responsables de cette situation. C'est la raison pour laquelle l'armée de terre doit d'abord, osons le mot, faire un peu son autocritique. Nous devons nous inspirer du fonctionnement de nos états-majors en opération, qui gèrent des problèmes complexes, avec beaucoup de réactivité et d'efficacité. Il faut s'inspirer aussi de structures différentes de celles de l'armée de terre. La simplification est aussi une question d'état d'esprit. Pour cela, chaque niveau hiérarchique doit se demander comment faciliter la vie de ses subordonnés. Cette simplification nécessitera un effort de tous, à tous les niveaux. Ça ne sera pas facile, sinon ça aurait déjà été fait depuis longtemps, mais je pense que nous pouvons progresser et nous allons progresser. Pour mettre en œuvre la vision stratégique, nous n'avons pas tous les leviers, mais en fait, il y en a quand même quelques-uns, et 2 en particulier, qui sont totalement dans notre main. Il s'agit de la qualité des hommes et des femmes qui ont rejoint l'armée de terre et de la détermination de leur chef. Nos soldats choisissent un métier exigeant et ils en sont très fiers. Allez à leur rencontre pendant la présentation statique, échangez avec eux. Ils vous en seront très reconnaissants et je pense qu'ils vous impressionneront par bien des aspects. Pour avoir des soldats de qualité, il n'y a pas de mystère, l'armée de terre a besoin d'une chaîne de commandement solide. C'est mon effort principal. J'attache en effet beaucoup d'importance au commandement des femmes et des hommes qui ont choisi de s'engager pour leur pays. Je vais maintenant vous laisser assister à la démonstration dynamique. Comme je l'ai dit en introduction, vous allez voir quasiment toutes les capacités de l'armée de terre. Celles d'aujourd'hui qui sont déjà engagées en opération, mais aussi celles de demain. En tout cas, celles d'un avenir très proche. Ces capacités équipent déjà les premiers régiments Scorpion. Il est important de vous les présenter pour que vous compreniez comment se modernise l'armée de terre et dans quelle direction elle s'engage. Je vous retrouve à l'issue de la présentation dynamique pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci mon général. Je vous laisse regagner votre place en tribune. Si vous le voulez bien mon général, je vous inviterai à me rejoindre devant la tribune en fin de présentation pour répondre à 3 questions que les internautes auront posées sur le Facebook de l'armée de terre pendant le direct. La démonstration dynamique de la PCAT 2020, c'est maintenant, c'est tout de suite.
Shems, vous êtes en direct du poste de commandement de l'opération dans laquelle la France est engagée. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les événements qui ont conduit au conflit en cours dans cette région ? Arnaud, effectivement, je me trouve au cœur du poste de commandement, là où les décisions sont transformées en ordre et en action sur le terrain. Pour faire simple, la France est engagée avec ses alliés dans une intervention multinationale sous couvert d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le but est de redonner sa souveraineté à Sabha, un pays qui connaît une forte déstabilisation depuis une dizaine d'années. La situation s'est fortement dégradée ces dernières semaines et les combats ont débuté il y a quelques jours. Mais regardons plutôt cette carte. Le pays Sabha, aux marges de l'Europe, est depuis 15 ans le théâtre d'une guerre civile ininterrompue. Deux camps rivaux, rouge et bleu, s'y disputent la souveraineté. De nombreux États voisins y convoitent également des aires d'influence et la mainmise sur des ressources naturelles du pays. Au nord, le pays cuban, puissance régionale aux capacités militaires complètes et de haute technologie, apporte un soutien politique et militaire au camp rouge et à ses milices. Il mène depuis plusieurs mois une politique agressive à l'égard de quelques îles au large de la côte de Sabha, dont l'île de Carros. Depuis le mois de juin 2020, Cuban semble avoir décidé d'accentuer la pression pour régler le différend local à son seul avantage. Pour cela, il a déployé de manière couverte de nombreux conseillers militaires au profit des milices rouges, ainsi que des unités de forces spéciales pour appuyer une vaste offensive devant conduire à la conquête de la zone bleue. Malgré les discussions diplomatiques, la France a décidé dès le mois de juillet de préparer une intervention militaire au Sabha avec le renfort de capacités alliées, craignant une déstabilisation géopolitique dans la région. Au même moment, les violences xénophobes et nationalistes se répandent en rouge comme en bleu. Les milices rouges recrutent des enfants soldats dans les zones occupées. Rapidement, le ministère des Affaires étrangères invite les ressortissants français à rentrer en métropole car quelques jours après, des combats intenses ont débuté entre les deux factions rivales, marquant le début de l'offensive rouge. Appuyé par l'aviation cubaine et malgré les protestations de la communauté internationale, Bleu est bombardé et de nombreux civils fuient les zones de combat. Le 12 septembre 2020, la mission diplomatique en zone rouge subit des tirs indirects de roquettes difficilement attribuables, provoquant la mort de 12 diplomates. Face à la dégradation rapide de la situation et aux provocations inacceptables de Cuban, la France et certains de ses alliés décident alors de déclencher le 14 septembre l'opération Reine de Sabha. Mon colonel, vous êtes le chef d'état-major de la force terrestre Griffon. Pouvez-vous nous présenter l'opération ? Bien sûr. L'opération Reine de Sabha a été déclenchée le 14 septembre et la force Griffon est déployée en totalité en zone bleue depuis le 1er octobre. Sous commandement français, elle est constituée d'une brigade interarmes composée de 5 régiments organisés en groupements tactiques interarmes, les GTIA, soit un GTIA infanterie belge, 2 GTIA dominante infanterie et 2 GTIA dominante blindée français, ainsi que d'un groupement aéromobile français, regroupement des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, des hélicoptères de manœuvre. Cette dernière unité est renforcée d'hélicoptères de transport lourd d'un partenaire allié. La force Griffon est enfin constituée d'un groupement logistique qui assure le ravitaillement, la maintenance et le soutien santé de la force. Elle comprend enfin des groupements spécifiques comme le groupement de recherche multicapteur qui regroupe nos moyens de renseignement spécialisés. Notre mission est de reconquérir les enclaves saisies par les forces cubanes et leurs alliés dans la zone bleue. Les premiers combats ont eu lieu le 2 octobre. Depuis, nous rencontrons une forte résistance cubaine et notre ennemi a mis en œuvre l'ensemble de ses moyens, dont son artillerie conventionnelle et chimique. Il utilise également en nombre des mines antipersonnelles. Merci mon colonel. À vous Arnaud. Merci mon colonel, merci Shems. Pour aider à la prise de décision et avant d'engager toute action sur le terrain, la force terrestre dispose de capacités de renseignement, d'action spéciale et cyber pour agir dans la profondeur du champ de bataille. Afin de faciliter son intervention et désorganiser l'ennemi, le chef d'état-major de la force terrestre a demandé le déclenchement d'une opération menée par les forces spéciales terres. Cette opération vise à détruire un objectif clé, ici le poste de la défense solaire ennemi. Vous l'avez à droite de la tribune. Afin de préparer cette opération,
une équipe du 13e régiment de dragons parachutistes a été larguée il y a quelques jours et à très haute altitude pour ne pas être repérée. Sa mission, obtenir du renseignement sur le dispositif ennemi. Lenny, vous avez rejoint l'équipe. Peut-on avoir plus d'éléments sur leur manière d'opérer? Oui Arnaud, je suis avec Paul, Pierre-Yves et Florian dans la cage dans laquelle ils vivent et travaillent depuis plusieurs jours. Ils utilisent tous les moyens mis à leur disposition pour observer et transmettre, de jour comme de nuit. Paul, quelles sont les qualités chez un équipier de recherche? Les principales qualités sont la rigueur professionnelle, afin de mener à bien et remplir les missions qui nous sont attribuées, de l'autonomie, puisque nous travaillons en petite équipe et qu'on peut durer dans le temps sur le terrain, de la rusticité, de la discrétion, et la plus grande qualité reste l'humilité à mon sens. Leur mission, délimiter le dispositif ennemi et renseigner le commandement des opérations spéciales en vue de l'intervention. Ces informations sont remontées à l'état-major des armées, plus précisément au Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, en attente de validation de l'opération à suivre. Merci beaucoup Lenny. Je vous propose justement maintenant de retrouver le colonel Vincent depuis le CPCO à Balard. Mon colonel, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le rôle du CPCO et comment tout cela s'articule? Oui, bien sûr. Donc, comme vous le savez, toute opération militaire s'articule autour d'une structure de commandement qui agit avant l'engagement pour le planifier et pendant pour conduire l'action de la force. Le Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, est à la tête de cette structure qui est située au cœur de l'hexagone Balard. C'est en quelque sorte le cœur nucléaire des opérations françaises. Le CPCO est un échelon stratégique. Il organise le recueil du renseignement nécessaire à la préparation d'une opération et synchronise l'action interarmée et interalliée quand la force intervient au sein d'une coalition également. Le CPCO exerce pour le compte du CEMA la permanence et la continuité du commandement stratégique des engagements opérationnels des armées françaises. Les ordres du niveau stratégique sont déclinés ensuite au niveau opératif sur la zone d'action. Et pour ce faire, l'armée de terre déploie sur le théâtre des opérations des postes de commandement qui vont assurer à leur niveau la planification et la conduite de la bataille aéroterrestre. Ces postes de commandement s'interfacent également avec leurs homologues de la marine, de l'armée de l'air et des forces spéciales pour garantir la convergence des effets matériels et immatériels qui sont appliqués sur l'adversaire. Ils intègrent bien entendu la dimension logistique nécessaire à l'autonomie et à la résilience de la force et ils s'assurent de la disponibilité des moyens de l'armée de terre ou des autres composantes nécessaires aux opérations. Voilà. Et puis, comme disent nos alliés, same team, same fight. Je dois y aller puisque nous avons une opération aéroterrestre en cours. Merci beaucoup, mon colonel. Shems, je crois que vous avez quitté le poste de commandement. Où êtes-vous? Eh bien Arnaud, j'ai embarqué à bord du Caracal des forces spéciales qui s'apprêtent à intervenir. Il faudra tout d'abord que l'hélicoptère Gazelle, qui va vous survoler d'une minute à l'autre, neutralise les gardes ennemis pour permettre la dépose au sol des opérateurs par corde lisse. L'opération commence. L'hélicoptère Gazelle appuie l'opération depuis les airs. Son mitrailleur a ouvert le feu sur l'objectif pour neutraliser les gardes, permettant aux opérateurs d'être mis au sol sans la menace du feu ennemi. Cette phase qui va avoir lieu de mise à terre est très délicate, car nos opérateurs et l'hélicoptère sont à ce moment-là très vulnérables. La mise en place par corde lisse
ne s'impose pas ici dans une plaine, mais ce savoir-faire permet de déposer un groupe embarqué dans l'hélicoptère sur des objectifs ponctuels, où l'hélicoptère ne peut pas se poser. Par exemple au milieu d'une forêt, par une clairière ou sur le toit d'un bâtiment. Ce savoir-faire réclame une grande rigueur et un entraînement abouti, car les soldats ne se tiennent qu'à la force de leurs mains. Sur la droite, l'intervention que vous voyez vers le PC ennemi est maîtrisée. Avec le renseignement obtenu par l'équipe de recherche du 13e régiment Dragons parachutistes, les forces spéciales ont pu s'entraîner sur un objectif simulé, équivalent, et en connaissant l'organisation de la garde qui s'y trouve, l'organisation des bâtiments. Vous voyez entrer sur la gauche un VPS-2. Effectivement, une fois que la gazelle a ouvert le feu, il n'y a plus de discrétion à conserver. Le dispositif peut donc être rejoint par véhicule terrestre. La préparation d'une telle opération est indispensable pour s'assurer du succès de cette action qui doit être fulgurante et dont il est nécessaire de s'assurer du rapport de force entre l'unité spéciale amie déployée et l'ennemi présent. La gazelle reste prête à appuyer, c'est-à-dire à les aider en délivrant du feu depuis les airs pour reprendre l'ascendant sur l'ennemi si les équipiers au sol étaient en difficulté. Les hélicoptères d'attaque et de manœuvre ne se posent pas, ils restent réactifs, en mesure de revenir sur place en quelques secondes. Pour éviter toute évolution défavorable, comme un renfort ennemi, il faut aller vite pour sidérer l'ennemi, lui retirer toute initiative, le détruire, à moins qu'il ne se rende. Visiblement, il y a un prisonnier. Une partie de l'ennemi s'est rendue. Cet ennemi sera accompagné jusqu'au VPS-2 et rapporté pour interrogation dans les lignes amies. Vous voyez rejoindre vers le Caracal l'équipe de recherche du 13e régiment de dragons parachutistes qui s'était infiltrée il y a quelques jours. Ils sont équipés d'une tenue de camouflage particulière, déployés dans la profondeur des lignes ennemies. Et en tout petit détachement, ils doivent donc se déplacer avec la plus grande sûreté. La concentration des effets provoqués par l'appui aérien, l'action au sol, le renseignement et la surveillance des réseaux permettent de conduire l'action avec succès et de détruire le poste de commandement ennemi. Les opérateurs de forces spéciales ont eu l'opportunité de faire un prisonnier qui a été emmené avec le véhicule de patrouille spécial VPS-2. Eux ont été récupérés par l'hélicoptère. Merci Shems. Durant l'intervention, les forces spéciales ont récupéré les téléphones des ennemis, mais aussi des ordinateurs.
Les informations recueillies seront traitées par les spécialistes du renseignement. Elles seront ensuite utilisées à des fins tactiques pour réaliser une manœuvre destinée à tromper l'ennemi, en utilisant ses réseaux sociaux ou ses téléphones. Elles permettent également d'identifier et de frapper un bâtiment ennemi et ses moyens de communication. C'est ce qu'on appelle le renseignement d'intérêt cyberdéfense ou le renseignement d'origine cyberespace. Pour synthétiser, l'espace numérique est devenu un enjeu stratégique majeur. Et cette transformation numérique contribue à notre autonomie stratégique. C'est pour cela que l'armée de terre développe ses capacités dans les champs immatériels, à tous les niveaux ou ceux des commandements interarmés. L'ENI, vous êtes avec l'avant-garde de la force. Est-ce que les informations recueillies ont-elles été utiles? Oui Arnaud, tout ce travail de renseignement permet à la force de construire sa manœuvre et il comporte plusieurs volets. Vous pouvez voir s'infiltrer devant vous une patrouille du 2e régiment de hussards. Sa mission, découvrir les positions de l'ennemi au plus près et confirmer ses mouvements. Je me trouve en ce moment à l'intérieur d'un VAB Bison du 54e régiment de transmission, spécialisé dans la guerre électronique. Grâce à ses capacités embarquées, il est en mesure de brouiller les communications ennemies et de couper le lien avec leur chaîne de commandement. Sans transmission, il n'y a plus d'ordre. Et même si la manœuvre ne s'arrête pas pour autant, elle se poursuit à l'aveugle. Elle est donc beaucoup moins efficace. Et le résultat se voit immédiatement grâce aux capacités de détection électromagnétique dont vous parliez. L'organisation du commandement ennemi et son dispositif sur le terrain sont dévoilés. C'est le recueil et l'analyse de ces éléments qui vont permettre à la force d'organiser des frappes dans la profondeur du dispositif ennemi. Merci Shems. Parmi leurs capteurs, les unités de renseignement possèdent également des drones. Le drone Black Hornet, par exemple, est un nanodrone particulièrement discret qui peut évoluer dans un rayon de 2 km. Le drone Patroller, que vous avez sur l'écran, possède quant à lui un rayon d'action de 150 km. Il est doté de moyens de détection optique et radar. Cela permet de recouper le renseignement sur l'ennemi dont le poste de commandement et les troupes se trouvent à votre gauche. Et la manœuvre ne s'arrête pas là. L'armée de terre est également en mesure d'appuyer l'action sur le terrain en agissant dans les champs immatériels, sur les perceptions par exemple. En fait, grâce à l'exploitation des données numériques des téléphones et des ordinateurs saisis un peu plus tôt, de fausses informations ont été postées sur les réseaux sociaux de l'ennemi. L'objectif est d'amener ce dernier à déplacer ses troupes. Dans le cas présent, il s'agit de leur faire croire que certaines unités effectuent un débordement sur leur flanc et sont sur le point de les prendre à revers. Ces 2 véhicules blindés sont l'ennemi. Vous avez vu, il se replie. La manœuvre de déception a donc bien fonctionné. Au vu des effets obtenus, c'est le moment pour la force de se mettre en ordre de bataille. L'armée de terre détient des capacités d'agression puissantes et précises pour conduire un engagement de haute intensité par le feu direct, ici avec le char Leclerc et les véhicules blindés de combat d'infanterie. L'armée de terre combine ses capacités avec celles de l'armée de l'air bien sûr et de la marine nationale, mais aussi, et pour renforcer la masse nécessaire à vaincre un ennemi de force égale, avec celle de nos alliés, comme ici avec l'armée de terre belge et ses Piranhas, qui sont identifiables par leur couleur vert uni et leur filet de camouflage. Vous les avez en fond de tableau. Pour répondre aux besoins du combat de haute intensité, l'armée de terre se transforme. Elle se transforme pour détenir des capacités de combat collaboratifs. C'est le programme Scorpion. Il est illustré ici par l'arrivée des 2 véhicules Griffon.
Alors, le système d'information et de combat Scorpion intégrera aussi bien les nouveaux matériels majeurs de l'armée de terre que ses équipements actuels. La livraison du Griffon, le nouveau véhicule blindé multirôle, marque l'entrée de l'armée de terre dans l'ère Scorpion. Suivra dans quelques mois le Jaguar, puis le Serval et enfin le Leclerc rénové. Scorpion, c'est avant tout le système SICES, système d'information du combat Scorpion, qui permet à l'armée de terre d'accéder à l'infovalorisation et au combat collaboratif. Grâce au SICES, l'ensemble des véhicules intègre la bulle Scorpion, une bulle opérationnelle aéroterrestre complète et intégrée. Les unités Scorpion accèdent plus vite à la bonne information et deviennent plus agiles, décident plus rapidement pour agir plus vite que l'adversaire. Cette infovalorisation contribuera à donner une forme collaborative au combat, exploitant ainsi les performances de détection, d'agression et de protection offertes par ces véhicules nouvelle génération. Je vous propose maintenant de retrouver le capitaine Florent à bord de son véhicule de l'avant blindé de commandement. Mon capitaine, pouvez-vous nous dire en quelques mots quelle est la plus-value de SICES en situation de combat? Donc effectivement, le VAB commandement me permet en tant que commandant d'unité deux actions déterminantes pour la manœuvre. L'élaboration des ordres et le système d'information au combat Scorpion, donc le SICES, nouveau système de communication, facilite mon travail dans ces deux étapes. Pour l'élaboration des ordres, il permet de faire un travail collaboratif. On peut le voir ici, mon officier adjoint tactique et mon officier adjoint logistique peuvent en même temps remplir l'ordre initial et de ce fait me faire gagner du temps et donc d'être plus efficace au combat. Dans la partie conduite, effectivement, l'infovalorisation de ce système de communication permet de largement faciliter la coordination, qui est une étape importante au combat. En effet, la géolocalisation permet à tous les subordonnés de savoir où il se place, où est l'ami à côté et où se trouve l'ennemi. En temps réel, ça permet de fluidifier donc ces phases de guerre et donc de devancer l'ennemi, d'être plus agressif et plus efficace. Vous l'avez compris, Scorpion ne se limite pas au renouvellement des véhicules les plus anciens. Il apporte de nouvelles capacités à nos forces. Il permet le combat collaboratif grâce à la technologie embarquée. L'action se poursuit sur le terrain. Ultima envoyé, Griffon envoyé, XL envoyé, SDP Mac envoyé, Piranha envoyé, Scorpion 99, situation ennemie inchangée, situation amie, le sous-groupement est au centre du dispositif du GTIA. Pour VBCI, Griffon, XL, Piranha, mission inchangée. Ultima, reconnaître le fuseau du sous-groupement en premier échelon. SDP Mac, appuyer la mobilité du sous-groupement en mesure d'effectuer une brèche. Dans l'ordre, faites aperçu. VBCI aperçu. Ultima aperçu. Griffon aperçu. XL aperçu. SDP Mac aperçu. L'unité interarmes qui est devant vous, ce qui signifie qu'elle regroupe sous le commandement d'un même chef de l'infanterie, de la cavalerie, de l'aérocombat et ses appuis, constitués de l'artillerie et du génie, pour donner une reconnaissance. La reconnaissance est menée par les VAB Ultima qui ont été pris à partie par le char qui vient de gauche. Repéré par les capteurs acoustiques du Griffon, l'ensemble de la force a connaissance de cette position ennemie grâce à l'infovalorisation. L'hélicoptère d'attaque du sous-groupement va prendre l'ennemi à son compte et manœuvrer pour le détruire. Le char ennemi est détruit. La manœuvre est un peu figée devant vous dans un découvert, mais en réalité, les mouvements et les arrêts sont adaptés à la manœuvre et au terrain. Cela afin de se soustraire de la vue de l'ennemi et de se protéger des tirs. Les actions sont le plus souvent réalisées de nuit. Je vous propose de faire un arrêt sur image. En fait, pour les spécialistes de la chose militaire, c'est assez facile à comprendre. Mais pour les néophytes, il est nécessaire d'expliquer ce qui se passe en fait.
Tout d'abord, la manœuvre se déroulerait sur un espace effectivement beaucoup plus vaste et avec de nombreuses phases de combat auraient lieu la nuit. En fait, une unité Scorpion a mené une reconnaissance offensive sur les positions de l'ennemi. Cette unité Scorpion, elle incluait effectivement les véhicules de l'avant blindé Ultima que vous voyez juste devant vous et un hélicoptère d'attaque. L'ennemi a pris à partie les 2 véhicules de l'avant blindé et les capteurs acoustiques du Griffon ont identifié immédiatement l'origine du tir et ont transmis automatiquement via SICES l'information au VAP de commandement. C'est ce dernier qui a donné l'ordre au Tigre de détruire le véhicule. Le Tigre n'avait pas de visuel sur la cible, il a donc effectué une manœuvre pour avoir un angle de tir. Toute cette séquence de combat collaboratif ne dure en réalité que quelques secondes. Les systèmes embarqués de nouvelles technologies apportent une aide déterminante au combat et permettent une diffusion bien au-delà de la scène réduite qui est présentée devant vous. En fait, l'ensemble des unités de la force sont dans la bulle Scorpion. À l'échelle du théâtre, cela représente plusieurs dizaines de kilomètres. Mon colonel, pouvez-vous nous faire un point sur la situation actuelle? Tout à fait, Shems. Nous avons détecté un objectif grâce à nos unités de guerre électronique et venons de confirmer grâce à nos drones la destruction d'un poste de commandement ennemi suite à notre frappe. Nos résultats ont été valorisés sur nos réseaux sociaux par nos services de communication et viennent d'être repris par les médias. Montrer notre puissance, notre rapidité d'acquisition, notre efficacité a des conséquences directes pour renforcer le moral de nos troupes et atteindre le moral de l'ennemi. L'unité reprend sa reconnaissance avec le char Leclerc face à vous. A détruit le char ennemi. Pour XL PPCI, nouvelle mission appuyée par Ultima Griffon Piranha pour vous reconnaître le fuseau du sous-groupement en progression. Un Scorpion en avant. XL départ. Le char Leclerc est tombé dans un obstacle linéaire à base de mines anti-char. Le niveau de protection du char a préservé l'équipage, mais, déchenillé, le char ne peut plus se déplacer. Le chef de peloton rend compte à son commandant d'unité qui va engager sa section du génie pour ouvrir l'obstacle afin de permettre la poursuite de la manœuvre. Arrive par la droite le SDP-MAC. L'armée de terre détient et développera des capacités nécessaires pour s'affranchir des obstacles valorisés par l'ennemi dans l'ensemble du champ de bataille, avec du bréchage d'obstacles minés par exemple. Le SDP-MAC ici réalise le bréchage de la bande minée, c'est-à-dire l'ouverture sous le feu par moyens pyrotechniques et sans exposer nos soldats. Une brèche étant réalisée au travers de cet obstacle, les différents engins de l'unité vont manœuvrer pour franchir l'obstacle, comme s'ils passaient sur un pont. Est entré sur la droite au fond du dispositif un canon César qui appuiera par ses feux d'artillerie 155 mm la poursuite de la manœuvre. Les obstacles sont toujours surveillés et battus par les feux. L'ennemi constate donc que son obstacle est percé et renforce son dispositif comme vous pouvez le voir avec un canon d'artillerie au fond à gauche. La force amie, appuyée par les feux de tous ses moyens, va franchir ce point qui constitue
un goulot d'étranglement et une vulnérabilité. S'ensuit un échange d'artillerie entre l'ennemi et les canons amis. Dans ce tir d'artillerie, l'ennemi a utilisé des obus chimiques. Les appareils de détection embarqués ont tout de suite permis de donner l'alerte. Vous avez pu l'entendre avec l'utilisation des klaxons, mais aussi sur le réseau radio, bien sûr. En réaction, l'ensemble des unités a adopté des mesures de protection adéquates. Les unités connaissent ce code et la réaction face à avoir la menace chimique puisqu'elle était identifiée. Les soldats à découvert revêtent leur tenue et leur masque de protection. Les véhicules, quant à eux, disposent d'un système de filtration et de pressurisation qui leur permet d'évoluer dans ces toxiques de guerre en protégeant leur équipage. Vient d'entrer le dépanneur de Charles Leclerc, puisque le char qui a sauté sur la mine tout à l'heure est probablement réparable. Il va installer une barre de traction et l'amènera au pôle logistique du bataillon afin de le réparer pour réengager le combat. L'ennemi renforce son dispositif en observant le bréchage de son obstacle. Mais la force amie relance son action avec les Piranhas belges et les VBCI. Arrivé au contact de l'ennemi, qu'elle attaque en mouvement par ses feux, notre unité engage le combat à pied. Les groupes vont dépasser les positions ennemies pour inclure toute la menace connue dans leur dispositif et ils iront reconnaître les véhicules détruits pour s'assurer de la destruction ou de la neutralisation de l'ennemi. Ce combat très dur, des derniers mètres, c'est celui de l'infanterie. Indispensable pour achever l'action et tenir le terrain. Vous voyez entrer le LRU, lance-roquette unitaire. En complément du canon César d'artillerie qui a appuyé tout à l'heure toutes ces actions de l'unité interarmes, vous avez cet autre moyen d'artillerie. Grâce à sa portée d'environ 80 km, il réalise, généralement plus en retrait des premières lignes, un tir sur le PC ennemi à gauche qui a été décelé tout à l'heure. Il va procéder à sa mise en batterie. Nous avons largement évoqué la modernité des matériels, mais qu'en est-il en fait des femmes et des hommes qui sont le cœur de l'armée de terre? L'ensemble des soldats a été doté de moyens individuels adaptés aux besoins spécifiques du combattant d'aujourd'hui. Aussi, il faut réussir le pari de mieux protéger le combattant en lui laissant un maximum de mobilité et tout en lui donnant l'équipement nécessaire pour acquérir la supériorité sur le terrain. Je vais rejoindre un soldat maintenant qui est équipé avec les derniers éléments en dotation dans l'armée de terre. Vous aurez bien sûr la possibilité d'aller voir ces éléments, ces équipements de beaucoup plus près tout à l'heure pendant la démonstration statique. Alors très rapidement, parce que le chef d'état-major de l'armée de terre en a déjà parlé tout à l'heure, on constate que par rapport à la silhouette d'il y a quelques années, le soldat il est mieux équipé. Il est mieux équipé, pourquoi? Parce qu'il a une tenue qui lui permet une amplitude de mouvement sur le terrain et de pouvoir continuer le combat avec agilité.
Il est mieux équipé, pourquoi? Parce qu'il a le nouveau fusil de l'armée de terre, le HK416F. Ce fusil peut accueillir des optiques qui permettent d'acquérir la cible beaucoup plus rapidement. Il est mieux équipé aussi, il a des jumelles de vision nocturne qui lui permettent de voir la nuit. Il est mieux protégé. Il a un nouveau gilet de combat, un nouveau gilet balistique qui lui offre une protection sur le devant et sur le dos bien sûr, mais aussi sur les côtés, latéralement. Et enfin, il est mieux connecté. Il a 2 systèmes de communication. Un premier qui va lui permettre d'être en contact avec son chef de groupe. Un groupe, c'est 9 personnes. Et le deuxième qui va lui permettre d'être en contact avec son chef de section. Une section, c'est 30 personnes. Merci beaucoup. Les nuits. Alors, la menace justifie l'emploi de toutes ses capacités afin d'obtenir la supériorité des feux sur le champ de bataille. C'est aussi ce besoin impératif d'agir en masse, en coalition, qui se traduit ici, bien sûr, par l'intégration de l'armée de terre belge au programme Scorpion, à travers le dispositif Camo. Grâce à Scorpion, cette interopérabilité sera maximale. Arnaud, avec le programme Scorpion, l'armée de terre est entrée dans l'ère de l'infovalorisation. Le but de cette dernière est de disposer rapidement de l'information pour pouvoir comprendre la situation et agir le plus rapidement possible contre nos ennemis en prenant la bonne décision, en la prenant vite et en la partageant jusqu'au plus bas des échelons. Merci Shems. Alors quand on parle de combats de haute intensité, compte tenu du volume des forces engagées et de la dureté des combats, les pertes humaines et matérielles, comme les consommations en munitions, seront considérables. En fait, les flux logistiques de munitions et la régénération des équipements détruits ou endommagés vont de fait être dimensionnants dans la manœuvre d'ensemble. Vous l'aurez compris, il faut penser réapprovisionnement. Et ça, c'est la mission des hommes et des femmes du soutien. À votre gauche, tout à l'heure, vous avez vu un Charles Leclerc qui faisait le plein et qui a pu repartir très rapidement au combat. Et sur votre droite, vous avez, c'est encore lieu, c'est un ravitaillement en munitions d'artillerie sur le canon César. Alors, intégré à la bulle Scorpion et grâce à l'infovalorisation, le besoin en soutien sera amélioré et automatisé. Ainsi, le potentiel de combat des unités et leurs besoins logistiques seront pris en compte en temps réel par le commandement dans la conduite de l'opération. Lénie, je crois que vous venez de rejoindre une opération de ramassage des blessés. Oui Arnaud, je ne sais pas si vous me recevez, mais je suis actuellement avec des blessés. Les VAP sanitaires ont rejoint la zone de regroupement des blessés où les médecins, les infirmiers et les auxiliaires sanitaires d'unité portent les premiers soins en blessés et font un premier tri. Ils seront ensuite évacués, là, comme ils sont sur le point de le faire, vers les rôles 1 ou 2 en fonction de l'état de gravité de leurs blessures. Merci beaucoup Lénie. Je vous propose de retrouver le médecin-chef Xavier en duplex depuis l'hôpital d'instruction des armées Percy. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait comment se fait la prise en charge des blessés sur le champ de bataille ? Bonjour, effectivement la prise en charge des blessés sur le champ de bataille se fait tout de suite par les camarades de combat qui sont appuyés par les auxiliaires sanitaires présents au sein des unités élémentaires et ils vont mettre en œuvre les premiers gestes de sauvetage au combat, qui vont concentrer sur la prise en charge de l'hémorragie et le soulagement des douleurs. Très rapidement va arriver le personnel de l'équipe médicale du poste médical, qui médecins, infirmiers, auxiliaires sanitaires, et qui eux vont devoir bilanter chacun des blessés, les catégoriser afin de pouvoir ensuite les évacuer selon un bon critère de gravité et bien entendu stabiliser les lésions pour que durant ce transfert sur une structure chirurgicale, le blessé ne se dégrade pas. Docteur, comment est-ce que le service de santé se prépare au combat de haute intensité ? Alors le service de santé se prépare avec l'armée de terre, puisque le combat de haute intensité va demander de l'ultramobilité, de la dispersion, de l'action dans la profondeur et de la digitalisation de l'espace de bataille.
Ces différents paramètres nous ont amené déjà à décider de la création d'opérateurs de premier secours au sein des unités élémentaires, en plus des auxiliaires sanitaires. Deuxièmement, on va paramédicaliser l'avant avec des infirmiers à bord de Griffon en module en version santé. Les médecins qui vont aussi être sur l'avant seront en Serval version santé, donc la dimension Scorpion adaptée au soutien médical. Et sur le plan chirurgical, c'est la création dès à présent des antennes de réanimation et de chirurgie de sauvetage qui vont remplacer nos antennes chirurgicales afin de disposer d'une capacité chirurgicale de niveau 2 plus mobile, plus moderne et adaptée au combat de demain. Merci docteur, c'est très clair. Au même moment, sur l'île de Carros, une milice armée extrêmement violente vient de s'emparer de l'aéroport que vous avez au fond pour permettre à ses alliés de déployer une force militaire qui empêcherait toute sortie de crise par des moyens diplomatiques. Les forces militaires locales n'ont pas les moyens de s'interposer. Le deuxième tableau de la présentation, c'est maintenant. Shems, vous êtes toujours au poste de commandement et vu la proximité géographique de l'île, en fait, c'est bien la force qui va également conduire cette opération. Oui, c'est exact Arnaud. Je suis toujours avec le colonel Cyril. Mon colonel, pouvez-vous nous décrire la situation? Oui, Shems. Face à notre déploiement au Sabah et après sa mise en échec prévisible après une semaine de combat, le pays cubain tente un coup de force. Il vient de déployer une force navale qui fait actuellement route vers l'île de Carros. La France a décidé de devancer cette stratégie du fait accompli sur un deuxième front et d'apporter son concours au gouvernement Carros qui le demande. À la suite d'une reconnaissance effectuée par un drone de l'armée de l'air, les renseignements révèlent une présence des milices pro-cubaines qui entravent toute utilisation de l'aéroport. Il faudra donc s'en emparer par la force, en prenant en compte bien sûr l'imbrication des milices avec la population. Pour cela, une opération par la voie des airs avec l'appui de la Marine nationale depuis le large nous est apparue comme la meilleure option pour saisir au plus vite ce point d'entrée essentiel. Nous avons donc déclenché cette nuit une opération aéroportée depuis la France, dont l'objectif est de s'emparer de l'aéroport de Carros et de le tenir jusqu'à l'arrivée des moyens plus lourds qui abordent l'île grâce à une opération amphibie. Merci beaucoup pour ces précisions. En fait, les commandos parachutistes ont été largués à très grande hauteur. Ils vont s'emparer des infrastructures qui se trouvent en fond de tableau sur votre droite. Une deuxième équipe, elle, a balisé derrière la tribune une zone de largage afin de permettre la mise à terre de l'unité parachutiste et de ses appuis. Ils vont neutraliser les éléments de protection autour des infrastructures et donner le signal de largage pour le reste des unités. Vous apercevez les fantassins du groupe commando parachutiste, le GCP, au fond du découvert qui sortent de la lisière. Cette unité spécialisée est capable, après son largage, de maîtriser sa descente et de se poser dans des zones délicates avec précision. Ils se sont regroupés pour manœuvrer et abordent leur objectif. Vous avez... C'est un saut. Va les Ce chien est spécifiquement entraîné pour être parachuté avec son maître, pour dépasser son appréhension naturelle et conserver ses facultés de combat une fois au sol. Les GCP ont pour mission de préparer la mise à terre des unités parachutistes, car celles-ci ne peuvent se déplacer durant leur parachutage et doivent chuter sur une zone confirmée. C'est le signal qu'indique la fumée verte. Alors, une fois mis à terre, les parachutistes se réorganisent et, on dit en termes militaires, jettent un dispositif défensif qui permet de tenir le terrain.
Ils mettent également en batterie, vous les voyez arriver sur votre droite, des mortiers de 120 mm et des postes de tir Mistral qui vont assurer leur appui et leur protection solaire de très courte portée. Cependant, en haute intensité, l'armée de terre sera exposée à une menace aérienne élargie qui va impliquer à court terme de compléter et de développer ses capacités de protection. La section de parachutistes qui est devant vous se trouve dans la configuration qu'elle a lorsqu'elle vient d'être larguée et qu'elle est arrivée au sol. Les paras se déséquipent de leurs voiles qu'ils rangent dans une housse par discrétion et s'en débarrasseront ultérieurement. Ils sont en train de se regrouper pour reformer l'élément de combat qu'ils constituent afin de remplir la mission suivante, exactement comme s'ils avaient débarqué de leur véhicule. Le parachute est un moyen de mise à terre rapide, parfaitement adapté à l'engagement d'urgence. Ces unités, une fois au sol, remplissent les mêmes missions que leurs unités homologues non parachutistes. La protection de cette opération est assurée par une patrouille d'hélicoptères dont la mission est d'empêcher l'ennemi de se rapprocher de l'aéroport en tout cas. Vous allez voir sur votre gauche un véhicule ennemi se dévoiler, le voici. Et le tireur d'élite qui est embarqué dans l'hélicoptère va neutraliser le pilote. L'hélicoptère Caïman que vous entendez également approcher va déposer son groupe de commandos pour procéder à la fouille du véhicule et sécuriser la zone. Les GCP ont confirmé la menace ennemie qui est arrivée sur la gauche et a décidé d'engager son élément aéromobile d'appui. L'appui aéromobile est constitué d'un hélicoptère d'attaque Tigre et Gazelle et d'un groupe d'infanterie, ici à base de commando montagne embarqué dans l'hélicoptère de manœuvre. Arnaud, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis sur le tarmac actuellement de l'aéroport. La situation semble être revenue au calme, restons prudents. Mais vous pouvez voir passer derrière moi bientôt un engin du génie aérotransportable que vous voyez juste sur ma droite, dont la mission est de revaloriser la piste endommagée de façon à ce que d'autres aéronefs puissent s'y poser. Merci Lénie. Les différents moyens d'appui d'une telle opération aéroportée sont des moyens du génie, avec un tracto-chargeur comme devant vous, ou un bulldozer pour établir une piste permettant un posé d'assaut d'avions de transport tactique. Mais également des moyens d'artillerie, et vous voyez devant vous les mortiers de 120 mm qui permettent de délivrer des obus jusqu'à 8 km, ou des Mistral. Ce moyen de défense solaire est un missile de type tir et oubli, qui se fixe sur sa cible au déclenchement du tir et la détruit à coup sûr jusqu'à une distance de 4 km. Regardez, vous les voyez arriver, ça ce sont des VHM, véhicules haute mobilité. Vous avez vu leurs chenilles, ils peuvent évoluer sur la neige, dans la boue ou sur le sable.
Ça veut dire que la force amphibie vient d'aborder les côtes et commence à débarquer les troupes supplémentaires. Les renforts arrivent. L'armée de terre contribue à l'échelon national d'urgence avec son dispositif Guépard, qui regroupe en permanence un panel d'unités en alerte de toutes ses capacités, et notamment des bataillons interarmes, parachutistes, blindés, de montagne et amphibies. Dans le cadre de cette opération, ici à Carros, les unités parachutistes engagées présentent l'atout de la projection d'urgence par avion projetée depuis la France, mais la faiblesse de leur légèreté une fois au sol, car ce sont des unités à pied. Leur engagement doit donc parfois, et selon l'ennemi comme c'est le cas ici, être renforcé d'unités véhiculées, ce que les opérations amphibies permettent d'offrir. Dans quelques instants, le groupement tactique embarqué de la force amphibie aura rejoint ce dispositif pour constituer une tête de pont robuste de plusieurs unités et protégée par ses blindés. Alors sur votre droite, c'est l'armée locale. Elle est équipée avec des treillis bleus et elle est suivie d'un véhicule chenillé. Elle est également accompagnée au combat par une unité française. Leur objectif se situe à proximité de la butte sur votre gauche. Le partenariat militaire opérationnel est une démarche qui contribue à la prévention des conflits en renforçant les capacités opérationnelles de nos partenaires par l'information, l'entraînement, le conseil et jusqu'à l'accompagnement au combat. En fait, les soldats de ce pays ont déjà travaillé avec les forces françaises dans le cadre de la PMO. Cette activité de coopération intense nous offre une bonne connaissance des capacités opérationnelles de nos partenaires et elle facilite l'interopérabilité avec eux, comme ici. Alors, une action qui vient de se dérouler comme celle sur l'île de Carros, qui va contre les intérêts d'un groupe ou d'une puissance ennemie et qui se passe vite, loin et en réaction, puisqu'il s'agit de dévancer le fait accompli, prive l'ennemi de capacités de réaction classiques. Le combat se poursuit donc par défaut dans les champs immatériels. Ainsi, les images captées avec des téléphones portables sont manipulées et légendées sur les réseaux sociaux pour discréditer la force et décrédibiliser l'intervention. Tous les moyens sont bons, même les plus sombres. Cette guerre de l'influence sur un réseau mondial où la désinformation côtoie l'information peut également avoir des conséquences nationales, notamment sur la légitimité de l'intervention auprès du grand public. Sur ce terrain aussi, nous devons combattre en haute intensité et à moyens égaux. La piraterie informatique est devenue une arme de dissuasion, une arme de désinformation et même une arme de destruction. Pour ce troisième tableau, au même moment, en France, l'armée de terre demeure en posture de protection terrestre. Elle doit ici pouvoir assurer aux Français une protection efficace contre l'ensemble des menaces dont l'impact pourrait être majeur sur le territoire national. Alors pour ce faire, l'armée de terre est intégrée à l'OTIAD. L'OTIAD, c'est l'Organisation territoriale interarmée de défense. En fait, elle regroupe les zones de défense et les délégations militaires départementales. C'est l'OTIAD qui va se coordonner avec l'organisation territoriale de l'État. L'armée de terre y consacre chaque année et tout le temps des milliers de soldats et de réservistes opérationnels dans le cadre de la fonction protection.
en complément bien sûr des forces de sécurité intérieure et civiles. C'est aussi dans ce cadre que les forces armées peuvent, sur réquisition d'une autorité civile, être amenées à participer à des opérations de secours, par exemple en cas de catastrophe naturelle ou en cas d'attaque terroriste physique ou dans les champs immatériels comme la piraterie informatique. Vrai acte de piratage, de hacking. On n'est plus du tout dans l'attaque spontanée, voilà, qui dure quelques heures. On est dans quelque chose qui a été vraiment préparé, sans doute depuis des mois, pour avoir une telle puissance. Mesdames, messieurs, nous venons de subir une attaque informatique. Mais rassurez-vous, la mobilisation de toutes nos capacités de lutte contre les actions cyber a permis de rapidement contrer l'attaque et de rétablir les connexions. Cependant, la coupure du réseau électrique dans l'usine Seveso, qui est sur votre droite, a eu pour conséquence une surchauffe de la centrale énergie, ce qui a entraîné un départ de feu et puis un incendie. Arrivés les premiers sur zone, les soldats de l'opération Sentinelle ont sécurisé la zone et les moyens de lutte de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de l'unité d'intervention et d'instruction de la sécurité civile peuvent aussi intervenir en sécurité. Ce sont tous des militaires de l'armée de terre. Lénie, comme toute bonne journaliste de terrain, je suppose que vous êtes déjà sur le site de l'incendie. Oui, effectivement Arnaud, comme vous le voyez derrière moi actuellement, je suis au plus proche de l'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Sachez que l'armée de terre dispose de capacités totalement intégrées aux forces de sécurité civile, avec la BSPP, mais aussi avec les 2 régiments, vous les voyez en train d'effectuer la manœuvre derrière moi, avec les 2 régiments d'instruction et d'intervention et certains renforts des plans gouvernementaux. Merci Lénie. De cet incendie émanent des fumées toxiques de produits chimiques. C'est pourquoi le détachement de Sentinelle qui circonscrit le périmètre devant vous porte actuellement ses masques de protection NRBC. Vous pouvez voir au fond manœuvrer un engin de premier secours évacuation qui est en train d'éteindre le départ d'incendie à l'aide de sa lance et des dévidoirs. Suite à la seconde explosion qui a eu lieu, vous avez pu voir sortir du personnel du site qui a été blessé par brûlure chimique et aveuglement. La seconde vague d'engins qui regroupe les éléments d'intervention porte secours aux victimes et sont capables d'intervention en ambiance chimique et radiologique et appartiennent à la fois à la BSPP et à la sécurité civile. Les équipes en orange qui évoluent devant vous et celles en noir et bleu qui sont au pied du bâtiment sur la droite interviennent dans le bâtiment et réaliseront en simultané les reconnaissances nécessaires pour discriminer, circonscrire et à terme réduire le risque technologique lié à l'explosion à l'aide d'appareils de détection chimique et radiologique. La BSPP est une unité de l'armée de terre placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police de Paris et dont la vocation première est l'engagement opérationnel pour la défense des populations et des biens dans le secteur de Paris et sa petite couronne. Ils sont intervenus ici dans leur mission exclusive d'extinction d'incendie. Les unités de la sécurité civile, quant à elles, sont composées de sapeurs-sauveteurs mis pour emploi à la disposition du ministre de l'Intérieur. Ils ont vocation à intervenir en France comme à l'étranger face aux risques majeurs de toute nature pour protéger les populations et sauvegarder l'environnement en temps de paix ou de guerre. En permanence, leurs détachements sont en alerte pour intervenir sur les catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre ou des inondations, mais aussi sur des catastrophes technologiques, comme ici. Dans la décennie qui vient, l'armée de terre devra faire face à des crises et à des guerres différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui.
Le CEMAT a rappelé que l'exigence du combat de haute intensité impose aujourd'hui de durcir l'armée de terre en adaptant la formation et l'entraînement pour disposer d'hommes à la hauteur des chocs futurs. Les exigences du combat de haute intensité et le nécessaire durcissement de nos capacités imposent d'attirer et de fidéliser des jeunes aptes à l'augmentation au sein d'une société qui est de moins en moins rustique. Cela nécessite également un entraînement permanent et réaliste. C'est ce que réalise actuellement l'unité qui est face à vous, en conduisant des séances de drill de combat et de corps à corps. Avant par arrière, et je viens. Front kick. Troisième enchaînement, il lâche le bac, il vient. Je viens rentrer en intérieur, l'âme au sol et contrôle cervical. Actuellement, les centres d'entraînement spécialisés sont au cœur de la préparation opérationnelle de l'armée de terre. Pour autant, ils doivent s'enrichir pour permettre de préparer l'armée de terre à des crises multiformes et aux combats de haute intensité. La modernisation constante des outils de formation permet d'envisager une revue des méthodes d'apprentissage tout en reconnaissant la persistance de certains invariants, comme le besoin en formateur par exemple, la sanctuarisation du temps de formation, la complémentarité entre la formation générale et la formation de spécialité. Pour cela, je vais vous proposer de retrouver en duplex le colonel de Kermabon, qui est le chef de corps du centre d'entraînement au combat, le CENTAC. Mon colonel, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter le CENTAC et la formation que vous y dispensez? La mission du centre d'entraînement au combat, CENTAC, est d'entraîner et de contrôler les sous-groupements tactiques de l'armée de terre, c'est-à-dire les compagnies d'infanterie et les escadrons de cavalerie, avec leurs appuis interarmes du génie et de l'artillerie. Pour cela, nous nous appuyons aujourd'hui sur un système de simulation, une force d'opposition et la zone de manœuvre de Mailly-le-Camp. Pour durcir la préparation opérationnelle sans attendre, nous avons d'ores et déjà densifié et diversifié nos exercices, de jour comme de nuit, afin d'aguerrir les hommes et leurs chefs en les confrontant à toutes les menaces possibles d'un champ de bataille de haute intensité, dans les champs matériels comme immatériels, en intégrant systématiquement le cyber, la guerre électronique, les drones ou encore le NRBC. Toutefois, notre véritable objectif est beaucoup plus ambitieux. Il consiste, dès l'année 2021, à adapter nos capacités d'entraînement pour changer progressivement d'échelle et durcir la préparation opérationnelle de l'ensemble des forces terrestres, du soldat jusqu'au général. Justement, mon colonel, quelles dispositions avez-vous pris pour durcir l'entraînement? Ce changement d'échelle va s'opérer dans 4 grandes dimensions. L'intensité de l'entraînement, le volume et le niveau des forces entraînées, le réalisme des combats et enfin la formation des chefs. Pour incarner ce durcissement, le CENTAC prépare d'ores et déjà des séquences d'entraînement d'une durée supérieure, 3 semaines. Ces exercices éprouveront les soldats et les chefs dans la durée en les confrontant à des situations tactiques de plus en plus complexes sans qu'ils disposent en permanence de leurs facteurs de supériorité technologique habituels. De plus, dès 2021, l'ensemble des centres d'entraînement spécialisés va monter en gamme pour entraîner et contrôler les états-majors tactiques de régiments sur le terrain avec l'ensemble de leurs capacités dans des conditions les plus proches possibles de la réalité. Puis, en 2022, les centres d'entraînement spécialisés vont combiner leurs efforts pour entraîner des brigades entières, en Champagne, en terrain militaire et civil, en recherchant toujours à optimiser le réalisme des combats. Ce réalisme des combats est un axe d'effort fondamental, car il doit permettre de recréer les caractéristiques d'un engagement majeur afin de préparer à la fois les chefs et les soldats au combat de demain, dans les champs physiques, psychologiques et tactiques. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un nouveau système de simulation baptisé Cerber, qui intégrera tous les systèmes d'armes Scorpion, et une force d'opposition de nouvelle génération. Ces 2 adaptations, ces 2 évolutions vont nous permettre de restituer le choc des volontés de manière extrêmement réaliste. Enfin, à l'heure où nous entrons dans l'ère Scorpion, nous marquons un effort pédagogique significatif pour aguerrir les chefs et leur transmettre tous les facteurs de succès comme l'agilité tactique, la capacité d'adaptation ou encore la subsidiarité pour leur permettre, quelles que soient les circonstances, de toujours être capables d'imposer leur volonté à l'ennemi. Merci beaucoup, mon colonel. Oui,
c'est bien le temps de l'action et l'armée de terre a fait évoluer sa doctrine d'entraînement pour s'endurcir afin qu'elle soit prête d'emblée à conduire des engagements plus difficiles et plus complexes. Le combat de haute intensité, pour s'assurer de la victoire, exige un engagement physique et moral du combattant dans la durée. L'arrivée de nouvelles technologies apporte une plus-value capacitaire bénéfique, bien sûr, pour produire de la puissance de combat, mais elle impose un niveau de formation et d'entraînement croissant pour les maîtriser, à tous les niveaux. Répondre à un engagement majeur en haute intensité implique que, du soldat au chef tactique, tous développent des aptitudes nouvelles, mais conservent les fondamentaux du combat. Alors derrière nous, nous avons la chance d'avoir un équipage de griffons et chacun vient de finir un cycle d'entraînement. Je vais aller les rejoindre tout de suite. Et on va se mettre face à la caméra. Voilà. Mon lieutenant, vous venez de finir une rotation au Santac. Est-ce que vous avez une vision claire en fait, des enjeux du combat de demain et de la place qui sera la vôtre ? Oui, en effet, donc, nous sommes conscients que nous devons être prêts et nous préparer au combat de haute intensité, comme c'est le cas au Santac. Avec l'arrivée de Scorpion, donc des véhicules de combat nouvelle génération, et SICES, l'infovalorisation du champ de bataille, nous prenons confiance. Et c'est cette confiance, je le mesure au quotidien avec mes hommes, qui nous permettra de faire face sereinement aux enjeux de demain. Merci beaucoup, mon lieutenant. Caporal-chef, vous, à bord, vous êtes le spécialiste. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre poste de travail et de la formation que vous avez reçue ? Oui, donc mon poste de travail, c'est grosso modo 3 écrans. On a le premier écran qui est l'écran de bord du véhicule, qui me permet de gérer tout un tas de petites choses, notamment des alertes en cas de panne ou d'avarie. Ensuite, on a un écran couplé avec un joystick qui nous permet de gérer toute la partie armement et optique du véhicule. Et enfin, on a la grosse plus-value sur ce véhicule qui est la tablette SICES, donc système d'information du combat Scorpion, qui nous permet de suivre le combat en temps réel avec les positions ennemies, les positions amies dessus, ainsi que la carte, et qui nous permet aussi de gérer toutes les transmissions. Pour ce qui est de la formation, ça se déroule en 2 grosses parties complémentaires. La première partie, c'est le stage CTVI, donc chef tireur véhicule infanterie. Donc là, c'est purement la prise en main du véhicule. Donc pour ce faire, on va avec nos pilotes faire du roulage sur route, en tout terrain, et on va tirer avec le tourello. Et la deuxième partie, c'est le stage SICES, donc la tablette dont je vous parlais à l'instant. Une fois ces 2 stages effectués, nous sommes complets et on peut aller s'entraîner dans des conditions un peu plus réelles sur le terrain avec la section ou bien la compagnie. Merci beaucoup, caporal-chef. Effectivement, c'est très technique et vous allez l'air parfaitement à l'aise, c'est super. Première classe, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre fonction à bord ? Alors moi, je suis pilote Griffon à la première compagnie de combat du 13e bataillon de chasseurs alpins. Est-ce que quand vous êtes engagé, vous pensiez, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que vous pensiez que vous seriez le pilote du dernier véhicule le plus technologique de l'armée de terre ? Alors non, effectivement, avant de m'engager, je ne pensais pas du tout avoir cette chance-là d'être le pilote Griffon. Mais aujourd'hui, j'en suis très fier, surtout que je fais partie des premiers pilotes Griffon de l'armée de terre. Je suppose que vous devez être très fier. Oui, effectivement, je suis très fier, oui. Merci beaucoup, première classe. Je vous laisse poursuivre vos activités. Merci à vous 3, en tout cas, d'avoir partagé avec nous vos expériences et vos parcours. Vous l'aurez compris, ce sont bien les hommes et les femmes, nos soldats, qui sont le cœur de l'armée de terre. Et c'est bien la complémentarité entre technologie, savoir-faire et savoir-être qui va permettre à l'armée de terre d'affronter les chocs futurs. Pour être bon et pour être opérationnel, il faut beaucoup s'entraîner, au niveau individuel, collectif et interarmes. C'est ce que l'armée de terre appelle le drill. L'excellence opérationnelle est à ce prix. Mon général, mesdames, messieurs, la démonstration dynamique 2020 se clôture sur ces visages, ceux de nos soldats.
proposer de me rejoindre pour poser les quelques questions que nous ont adressées les internautes. Alors, mon général, la régie est en train de me dire en fait que parmi les questions les plus récurrentes et qui s'affichent sur les écrans, la première est celle-ci, c'est l'armée de terre a-t-elle des trous capacitaires et la loi de programmation militaire est-elle satisfaisante? On m'entend là? Ok, très bien. Donc l'armée de terre a-t-elle des trous capacitaires? Si on me demande ça et que Noël approche, moi je vais vous trouver une grande liste. Effectivement, il nous manque des tas de choses, mais je vois toujours des choses qu'on pourrait avoir en plus. Je trouve toujours des choses qu'on pourrait avoir en plus grand nombre. Néanmoins, je pense qu'il faut être réaliste. Globalement, au vu de l'ambition de la France, au vu de notre posture qui est quand même de travailler avec nos alliés, d'être dans une logique de défense collective, globalement, on est quand même très bien équipé. Voilà, et vous l'avez vu, on a quand même une LPM qui est une LPM inédite, une LPM historique, avec un vrai effort de réparation qui est encore en cours, parce qu'on partait de très très loin. Un effort de modernisation, c'est ce qui a été montré ici, en tout cas une partie des capacités. Donc on est bien, voilà. Mais c'est ce dont on a besoin, parce que vous l'avez compris, le monde autour de nous se transforme rapidement, et que la menace évolue, donc il faut qu'on soit ça. Donc globalement, je pense que c'est quelque chose qui tient bien la route. Je ne détaillerai pas les équipements qui sont en train d'arriver, hein, des gros équipements comme Griffon, demain Jaguar, Serval, des équipements plus petits, qui sont néanmoins indispensables. Alors ça peut paraître, on se dit un HK416, qu'est-ce que ça change? Oui, ça change quand même tout pour le soldat qui a un HK416 au lieu d'un FAMAS qui avait 30 ans. Quand il a des jumelles de vision nocturne qui peut faire du combat de nuit, c'est extrêmement important. C'est un treillis, c'est un gilet pare-balles qui est agréable à porter, c'est du MMP, du missile moyenne portée anti-char. C'est extrêmement important aussi, c'est peut-être moins important que Griffon. Voilà, mais c'est quand même tout ça que nous donne aujourd'hui la LPM. Et comme je dis, on n'est qu'au début de cette affaire-là, donc il faut que ça continue. En général, vous voyez que la haute technologie, quand vous approchez trop, ça l'arsène en fait. On va se reculer un peu. La deuxième question, justement, mon général, c'est est-ce que la haute technologie que développe l'armée de terre nécessite-t-elle un nouveau combattant formé différemment? Alors, la haute technologie, plus que la haute technologie, vous l'avez compris, l'armée de terre, elle a besoin du juste niveau technologique. Le juste niveau technologique, c'est du matériel qui nous permet de surclasser notre adversaire, en tout cas de ne pas être en infériorité, ça c'est important. Mais le matériel qu'on perçoit, il faut aussi que ce soit un matériel qui soit soutenable à l'entraînement et en opération. Je ne ferai pas la guerre avec des Formule 1, donc c'est ça le juste niveau technologique. Maintenant, le soldat, je pense que quand le Milan est arrivé, le Milan, on en a encore quelques-uns, mais c'était le missile anti-char qui est arrivé il y a 25 ou 30 ans. Quand le poste PR4G, qui était le poste de 3e génération qui est arrivé, il y a beaucoup de gens qui sont, 4e génération d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont dit nos soldats n'arriveraient pas à faire. Nos soldats, ils ont réussi à faire. Demain, quand avec Sikes, vous avez vu le caporal ou le première classe, lui, il a compris comment fonctionnait le Griffon. Et j'ai pas de souci, ils sauront utiliser Scorpion, ils sauront utiliser Griffon. Mais il ne faudra pas qu'ils découvrent leur matériel le jour où on les envoie à la guerre. Quand on les enverra à la guerre, ça sera encore plus dur qu'aujourd'hui. Il fera chaud, froid, ils auront froid aux doigts, il pleuvra, et il faudra qu'ils maîtrisent leur matériel. Donc ça passe bien par la nécessité de s'entraîner. Je me recule. Ça, la nécessité de s'entraîner avec ce matériel. Mais moi, je n'ai pas de souci. Nos soldats qui y arrivent aujourd'hui, c'est des gens de la génération d'aujourd'hui. Hein. Exploiter un écran, voir comment ça marche. Mais le juste niveau technologique, c'est, je vous l'ai dit, quelque chose qui soit soutenable et qui soit, si possible, simple à utiliser. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui, donc je suis assez confiant. Une question que je vois sur le tableau d'Arthur l'Ancien. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire à un retour à la haute intensité? Qu'est-ce qui me fait croire à un retour à la haute intensité? En fait, c'est, mais vous le voyez comme moi, la manière dont le monde évolue aujourd'hui et le changement de la conflictualité. On a été engagé et on s'est concentré, parce que c'était la menace auquel on était réellement confronté à un terrorisme militarisé. La conflictualité change aujourd'hui. Vous voyez bien les moyens qui sont mis en œuvre. Le bon exemple, ou je ne sais pas si c'est le bon exemple, en tout cas l'exemple, c'est la Libye. La Libye, il y a quelques années, c'était quand même plutôt des milices avec beaucoup d'armements légers, quelques véhicules blindés qui se combattaient. Ces derniers mois, vous avez vu en Libye, c'était une vraie guerre, avec des véhicules blindés, de l'artillerie, des drones, de l'aviation, une défense solaire, un environnement électromagnétique complet et même un blocus maritime et de la défense solaire. Voilà, donc c'est comme ça que le monde évolue. Donc la menace, elle n'est pas encore aux portes, ou elle n'est pas aux portes de notre pays, et Dieu merci. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'armée de terre se prépare
à être confrontés à des menaces de ce type-là, pas forcément sur nos frontières, mais au-delà, soit pour appuyer nos pays, soit dans le cadre d'une coalition. Et ça, c'est quelque chose qui prendra du temps. Et face à cette menace-là, on n'aura pas de temps à ce moment-là pour se préparer. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci, mon général. Comme on a encore un peu le temps, je peux vous proposer 2 questions libres en tribune. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez vous lever, oui, s'il vous plaît? On va vous passer un micro. Bonjour, bonjour mon général. Sébastien Palapra, je fais partie de la session en politique de défense de l'IHEDN. J'aurais une question capacitaire à vous poser sur la haute technologie justement. Pensez-vous que la haute technologie soit la bonne réponse face aux futurs adversaires de la France? Et je pense notamment à de potentiels adversaires avec des armées très bien équipées et très nombreuses. Merci à vous. Non, je pense qu'on ne peut pas se passer d'un développement technologique et d'une modernisation de l'armée de terre. En fait, vous voyez le VAB qui est encore engagé aujourd'hui en opération et donc qui fait globalement le travail. Mais le VAB, il a 35 ans. Le Leclerc, qui est un véhicule moderne et sur lequel on travaille pour le remplacer à l'horizon 2035-2040, en 2035 ou en 2040, c'est comme si on avait fait la guerre du Golfe avec des Sherman. Donc globalement, il faut quand même être capable de moderniser nos équipements. C'est aussi la facilité avec laquelle nos gens l'utilisent, c'est aussi la protection de nos soldats et c'est la létalité et la souplesse de ces gens-là. Donc c'est pas, face à un adversaire, en fait, c'est pas nous qui choisissons le niveau où on le met. Quand votre adversaire il fait monter la donne, il faut être capable de se situer à ce niveau-là. J'ajoute qu'il y a aussi dans cette affaire-là une notion de capacité à dissuader son adversaire. Si vous êtes une armée qui vous contentez d'avoir des bataillons d'infanterie à pied, je ne suis pas sûr que ça n'attise pas l'appétence des uns et des autres, et en tout cas qui est une forme qui est nettement moins dissuasive. Donc je pense qu'il ne faut pas aller dans le tout technologique, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a un juste niveau technologique, mais on ne peut pas se priver de la technologie. C'est quand même ça qui permet d'intervenir et d'acquérir la supériorité opérationnelle sur un ennemi, même si lui a aussi décidé de monter ses capacités. Une dernière question. Monsieur. Oui, mon général, je suis Didier Quentin, député à l'Assemblée nationale et auditeur de la 73e session de l'IHEDN. Poser une question d'actualité, quelles sont les conséquences pour la préparation de nos forces terrestres de la Covid? Monsieur le député, très bonne question. En fait, la Covid, c'est bien évidemment quelque chose qui s'applique aussi aux militaires. Le treillis ne protège pas intrinsèquement de la Covid. Donc, comme tous les Français, le virus est quelque chose qui peut s'attaquer à nous et qui s'attaque à certains des soldats de l'armée de terre. Dieu merci, à ce jour, on n'a pas eu de perte. Il y a des gens qui ont été malades, il y a des gens qui sont guéris. On a la chance de disposer plutôt de soldats relativement jeunes, en bonne santé. Voilà, mais comment ça impacte l'armée de terre? Ça veut seulement dire que l'armée de terre, il faut qu'elle continue à faire ses missions. La crise Covid, elle a gelé pas mal d'activités dans le monde, mais en tout cas, elle n'a pas gelé les crises. Donc nos soldats qui sont engagés en opération sous les ordres du CPCO, il a fallu que l'armée de terre soit capable de continuer à approvisionner, entre guillemets, c'est-à-dire assurer les relèves des gens qui sont en opération et à continuer les opérations sur le théâtre. Pour ça, il faut continuer l'entraînement. Donc comme on l'a fait ici pour cette journée-là, en fait, il faut seulement, ce que j'ai tendance à dire, il ne s'agit pas seulement de se défendre face au virus, mais il faut l'attaquer. C'est-à-dire décider de poursuivre les activités et en prenant les mesures pour les adapter. La PCAT, on aurait pu choisir de ne pas la faire. On a choisi de la maintenir. On a bien évidemment adapté la situation. On a diminué par 2 le nombre de spectateurs qui pouvaient être là. Vous avez vu, vous portez des masques. On a organisé le déjeuner différemment. Donc pour l'armée de terre, en fait, globalement, c'est un autre risque à gérer. Mais en fait, c'est ce qu'elle fait tous les jours dans la vie quotidienne, à l'entraînement et sur les théâtres d'opération. Donc oui, il y a un impact, mais on s'adapte et on prend en compte le risque et on continue la mission. Merci, mon général. Le mot de la fin? Très bien. Bon, je n'avais pas encore vu la démonstration complète. En fait, je ne l'avais pas vu hier parce que c'était terminé. Je m'aperçois qu'on vous a montré beaucoup de choses. Je ne dis pas trop de choses, mais beaucoup de choses. Et il n'y a pas peu d'éléments dans l'armée de terre qui n'aient pas été montrés aujourd'hui. Il y a probablement un effet de saturation pour vous, je le conçois. Mais il n'y avait pas volonté de vous saturer. Je pense que ça représente bien la multitude des capacités que doit détenir l'armée de terre et comment elle doit les combiner pour, sur le terrain, en opération, être capable de remplir sa mission. Donc en ça, c'est assez réaliste.
Bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est sur un espace qui est relativement restreint, mais vous avez tous compris que c'est pas comme ça, en tout cas sur un échelon aussi, à une échelle aussi réduite que se déroulent les opérations, mais je pense que ça illustre très bien la complémentarité et l'ensemble des choses. Alors bien évidemment, il n'y a rien de plus dur que les opérations, donc ce n'est pas une démonstration comme ça ou une présentation des capacités qui est, je ne le compare pas. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, et pour faire quelque chose comme ça, il faut quand même bien maîtriser au départ les savoir-faire. Donc je rends hommage à tous les soldats qui ont réalisé cette affaire-là, qui était d'un assez bon niveau. J'ai quand même vu quelques petites choses perfectibles, mais c'était vraiment très bien. Alors pour que ceci soit possible, il y avait aussi, et ça je les ai vus, une équipe de réalisateurs et le commandant Rudel et toute son équipe pour que ceci fasse quelque chose qui soit clair, en tout cas le plus clair possible, et qui soit audible et compréhensible. Donc eux aussi ont fait un très très gros travail. Donc je pense qu'eux aussi on peut les applaudir. Après, il ne s'agit pas d'applaudir la terre entière, parce que l'autosatisfaction, c'est toujours dangereux, mais néanmoins, les soldats, ils sont commandés. Et s'il n'y a pas les chefs qui ordonnent, qui donnent les idées, qui donnent la direction, ça ne se fait pas. Et je voudrais également présenter ici, en fait, ceux qui m'aident tous les jours à commander l'armée de terre, c'est-à-dire le comité stratégique de l'armée de terre. Il y a d'abord le général Gomard, qui est là-bas, et qui est le major général de l'armée de terre. Il y a le général Guilloni, qui commande les forces terrestres. Voilà, et donc ça, c'est quand même une grande partie des forces terrestres. Il y a le général Ingré qui commande les ressources humaines de l'armée de terre, qui est quand même le cœur de notre armée. Le général Denoré qui commande la CIMT, c'est-à-dire le MCO de l'armée de terre. Et là aussi, si on n'a pas de matériel, on ne fait pas. Et le général Salin, qui est inspecteur de l'armée de terre, en fait, qui surveille tout ça. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Comme je vous l'ai dit, après il y a une présentation statique, après la présentation dynamique, qui vous permettra d'aller au contact des femmes et des hommes de l'armée de terre. Et ils vous attendent avec impatience et vous allez voir, ils ont le sourire. Merci à tous, bonne journée. Mesdames, Messieurs, merci encore d'avoir regardé la présentation des capacités de l'armée de terre en tribune et surtout sur les réseaux sociaux. Merci.